Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Cette semaine pour vous, Philippe Danault nous parle de son parcours vers la LNH. Le portrait de Jonathan Beaulieu, des Bulldogs d'Édouard Montpetit. Des produits pour maintenir son équipement propre avec le trio hockey. On effectue des tirs en rafale avec Daniel Jacob. Mais tout d'abord, Raphaël Doucet a récemment rencontré le docteur Dave Ellenberg pour nous parler du fléau des commotions cérébrales. Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Commotion cérébrale, c'est une blessure au cerveau. Une blessure au cerveau qui se passe lorsqu'il y a un accident à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, ce qui cause la commotion cérébrale, en fait, c'est le mouvement de la tête. Si la tête est heurtée, a subi un choc, mais qu'elle ne bouge pas, il y a peu de chances que cela cause une commotion cérébrale. C'est le fait qu'il y a un mouvement de va-et-vient très rapide, que ce soit en ligne directe ou avec une torsion, qui peut faire en sorte que le cerveau, qui est un tissu mou, un tissu fragile, et que ce tissu-là peut aller heurter contre les parois de la boîte crânienne. Et donc, ça va faire en sorte que là, il va y avoir une cascade d'événements qui peut se passer, des événements chimiques, électriques, qui vont venir déséquilibrer le cerveau et aussi causer comme une enflure, un édème cérébral, de la même façon que si on se blessait la cheville, on va se renverser de la cheville et la cheville va enfler parce que c'est des tissus mous, tout comme le cerveau. L'accumulation de commotion cérébrale a définitivement des conséquences très mesurables, des conséquences graves. On sait qu'après une première commotion cérébrale, si elle est bien prise en charge, c'est-à-dire que si la personne est retirée immédiatement du jeu et qu'elle bénéficie d'un repos complet, un repos intellectuel, donc on ne retourne pas en classe le lendemain ou sur le lendemain, on ne se met pas à étudier pour les examens, tout cela, puis on retourne au jeu de façon progressive quand on n'a plus de symptômes, on arrive à s'en remettre et s'en remettre assez bien. Mais ça ne veut pas dire que cela n'a pas laissé des traces au cerveau, que ça n'a pas laissé des cicatrices. Mais lorsqu'on commence à accumuler les commotions cérébrales, une deuxième, une troisième, mais après chacune de ces commotions-là, ça laisse de plus en plus de traces. Et les études indiquent qu'après 3 à 5 commotions cérébrales, là, la personne au quotidien va maintenir les symptômes. Les symptômes vont plus disparaître. Et en plus d'avoir ces symptômes de maux de tête, de fatigue, d'étourdissement qui vont persister, mais même les fonctions du cerveau vont être moins efficaces. Donc, au quotidien, la personne, le jeune, va réaliser qu'il est capable de... qui est moins apte à se concentrer en classe, que c'est plus difficile à mémoriser l'information aussi. Et on peut voir chez les jeunes, que ce soit au niveau primaire, secondaire, cégep, universitaire, que leurs capacités d'apprentissage sont affectées par l'accumulation des commotions cérébrales. Les études suggèrent que le risque de commotion cérébrale est sensiblement le même au hockey, au football et aussi au soccer. Et les gens sont souvent étonnés d'apprendre que les jeunes joueurs de soccer sont aussi à risque de commotion cérébrale que le hockey, parce qu'on se dit que le hockey, c'est très rapide. Évidemment, à cause de la vitesse, quand on va faire une mise en échec ou on se rentre dedans, l'impact peut être plus important. Mais rappelez-vous que le soccer, c'est un jeu aérien. C'est un jeu où il y a beaucoup de choses qui se passent dans toutes les directions. Deux joueurs qui vont se projeter en même temps pour faire une tête. On va estimer en général, peu importe ses sports, qu'un jeune a à peu près un risque sur 3, une chance sur 3 de subir une commotion cérébrale durant une saison sportive. C'est énorme comme taux de blessure. À la suite d'une commotion cérébrale, le premier traitement, c'est le repos. Le repos est essentiel. Mais par contre, lorsqu'on parle de repos ici, il faut vraiment, ce que je dis, il faut mettre le cerveau à off complètement pendant quelques jours, voire même jusqu'à 5 à 7 jours après la commotion cérébrale. Repos complet, c'est quoi? Mais c'est pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de texto. Donc, de diminuer le plus possible les rencontres sociales, pas de lecture pendant cette période-là. Et en fait, le retour à l'activité intellectuelle et le retour à l'activité physique est guidé par les symptômes. C'est-à-dire, aussitôt qu'on passe une journée complète où on ressent aucun symptôme au repos, le lendemain, on peut en fait débuter, mais très, très doucement, très lentement, des activités intellectuelles, comme par exemple un 20 minutes. On arrête. Si pendant cette période-là, les symptômes n'apparaissent pas,
on peut, après ça, en faire un peu plus le lendemain. Donc, il faut s'assurer que les symptômes n'apparaissent pas pendant cette période d'effort mental, ce 20 minutes-là, ou les heures qui vont suivre. Hockey Québec a fait preuve d'un leadership très grand depuis un certain bout de temps en décidant, qui est un choix difficile, d'éliminer les mises en échec chez les plus jeunes. Et cela même, si cela a soulevé l'ire là, des autres associations, des associations américaines ou canadiennes. Et aujourd'hui, en fait, dans les dernières années, ils sont allés encore plus loin en limitant les mises en échec au niveau élite, relève, aux classes élite et relève pour le niveau bantam. Et donc, ils veulent tout de même vérifier, ils m'ont approché afin de vérifier l'impact de cette décision-là. Alors, depuis l'année dernière, durant la Coupe Dodge, on a fait un super projet où on observe les matchs au niveau bantam, mais pour les différentes classes. Les classes où il n'y a pas de mise en échec, celles où il y a un contact physique, mais avec restriction, mise en échec avec restriction et mise en échec complète. Et l'objectif de l'étude est de dénombrer les différentes blessures, peu importe, incluant les commotions cérébrales, et de déterminer si cette décision-là a réellement un impact sur la sécurité des jeunes et le risque de blessure. On va reprendre l'étude à nouveau, on va refaire l'étude à nouveau à la Coupe Dodge 2017 et probablement 2018 afin d'avoir un échantillon assez important pour déterminer réellement l'impact de cette décision-là. Aujourd'hui, à la question quiz, on vous demande pour quelle équipe de la Ligue de hockey Midget 3 Philippe Danault a-t-il joué? A. Les Estacades de Trois-Rivières. B. Les Cantonniers de Magog. Ou C. Les Lions du Lac-Saint-Louis. La réponse, tout de suite après la pause. La réponse A. Danault n'a joué qu'une seule saison dans la Ligue de hockey Midget 3 à Trois-Rivières, avant de faire le saut dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Tigres de Victoriaville, d'où il est natif. Il n'avait que 17 ans lorsqu'il a été nommé capitaine des Tigres, poste qu'il a occupé pendant 3 saisons. Nous l'avons récemment rencontré pour qu'il nous parle de son parcours vers la LNH. Moi, j'ai joué à Victoriaville, d'ailleurs, ma ville natale, où je suis né, donc c'était assez spécial. Je te dirais que ça allait super bien jusqu'à Pee-Wee 2A première année. Là, j'étais plus... non, excuse-moi, Bantam 2A première année. J'étais plus petit un peu que tout le monde, donc là, c'est les contacts, et bien évidemment, est venu à l'épreuve. Puis, écoute, j'ai grossi à 15 ans. D'un coup, un été, je suis devenu 6 pieds en le temps de le dire, donc ça m'a beaucoup aidé physiquement. Puis après ça, ça a super bien été. Bien, c'est sûr que mon midget 3, Gilles Bouchard, était vraiment spécial pour moi. Je me souviens, je jouais pas du tout avant Noël, puis j'étais allé... il était reconnu pour être imparlable, qu'il disait. Puis j'étais allé parler, puis après Noël, j'avais vraiment explosé, puis il m'avait fait jouer en powerplay, première ligne, donc ça m'avait... Je te dirais que c'est un des points tournants de ma carrière. Comme je te dis, il était reconnu, puis tu sais, à 15 ans, tu as un peu peur de ce que le monde pense, tout ça, donc c'était assez épeurant, mais j'étais rendu à un certain point que je voulais absolument performer, donc j'ai pris mon courage à 2 mains, puis je suis allé parler, puis ça a bien été. Bien, c'est sûr que j'ai eu mon opération hanche l'année dernière, donc ça a retardé mon départ dans la Ligue nationale. Mais écoute, j'ai travaillé fort mon mental là-dessus aussi. J'ai eu beaucoup de support de ma famille puis mes amis, donc ça a bien tourné. Je te dirais Ivan Linka, les moins de 18 ans, la médaille d'or avec le Canada. Ça, c'est sûr que c'était un moment inoubliable. On a gagné 1-0 contre USA en finale. J'ai essayé le plus possible d'avoir le 21. Mais c'est sûr que j'ai commencé dans la Ligue nationale avec le numéro 24 à Chicago. Donc, ils m'ont donné le numéro 24 ici, donc j'ai pas voulu changer du tout. C'est sûr que de commencer avec un numéro puis finir avec le main, c'est spécial. Mais écoute, je m'attends. 24, j'aime bien ça, c'est ma date de fête. Donc, j'ai joué, je te dirais, là, au moins 3/4 de ma carrière dans toute ma vie au centre. J'ai joué un peu l'année dernière avec Montréal à l'aile gauche, mais écoute, j'aime les deux, j'aime autant que je joue. Mais de jamais lâcher, c'est sûr que de croire en ses rêves, c'est plus tu y crois, plus que ça va arriver. Puis garder l'attitude positive, c'est sûr que le plus de sacrifices que tu fais, mieux ça va être pour ta carrière.
Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Aujourd'hui, une chronique équipement beaucoup plus axée sur le côté utile que le côté performance pour le joueur de hockey. On aime, Éric, garder notre équipement longtemps et pour ce faire, il doit être propre et, si possible, sentir bon, du moins le plus longtemps possible. Et pour arriver à ces fins, tu nous présentes quelques produits aujourd'hui, dont le premier qui est juste à côté de nous. Exactement, Marc. La compagnie choisit à créer un produit qui fait pratiquement des miracles pour son équipement. Le capte-odeur utilise une formule pour neutraliser les odeurs et désodorise en laissant une fragrance de pluie fraîche. La bouteille est disponible en plusieurs formats et n'est pas très dispendieuse. L'utilisation est très simple. Tu vaporises ton équipement après chaque utilisation, la laisses sécher et puis le tour est joué. Et disons que c'est pas mal plus agréable des pièces d'équipement qui sentent bon. C'est disponible dans des formats, donc, on disait, de 240, 500 et 750 ml. Il y a également un très grand format qu'on peut se procurer en magasin pour pouvoir remplir les plus petites bouteilles qu'on traîne dans le sac d'équipement, dans le sac de hockey. Il y a aussi une option qui s'offre aux joueurs de hockey lorsque le capte-odeur n'est plus suffisant ou qu'on veut nettoyer en profondeur l'équipement. On se présente en magasin pour une autre option intéressante. Dans chaque équipe, il y a tout le temps le joueur, celui qui ouvre son sac puis que les gens, ses coéquipiers, l'apprécient pas tellement. Il n'y a personne qui veut s'asseoir à côté de lui dans le vestiaire. Personne. Donc, on a une machine en plusieurs magasins qu'on amène son équipement ou la pièce qui sent la moins bonne et un traitement à la vapeur et à l'ozone qui s'assure de détruire les bactéries par le fait même les odeurs nauséabondes. Un résidu imperceptible pour le joueur se dépose sur l'équipement au séchage et ralentit une nouvelle apparition des bactéries liées à l'humidité et à la sueur. Un concept très intéressant pour tout joueur de hockey qui tient à son équipement et qui tient à ce que son équipement ait des odeurs plus agréables. Il est peut-être bon de noter à ce moment-ci que c'est l'idéal dans une journée de congé peut-être de venir porter son équipement et de le récupérer le lendemain. On a besoin d'un certain laps de temps. J'ai été entraîneur au hockey mineur et il n'y a rien qui m'enrageait plus qu'à quelques instants, quelques minutes d'une séance d'entraînement ou d'un match, un joueur qui vient me voir et qui a un problème d'équipement. Il y a un entretien qu'on doit apporter, un souci qu'on doit apporter à son équipement. Tu as quelques conseils à prodiguer aux jeunes hockeyeurs à ce chapitre. Exactement, Marc. Entre autres, les patins. Il est très important de bien les essuyer après chaque utilisation pour éviter la corrosion et toutes sortes de problèmes que ça pourrait emmener. Et enlever les semelles à l'intérieur du patin pour faire dégager de l'humidité. Oui, ça aide au séchage et on s'assure, sans corrosion, d'avoir des patins là, bien affûtés pour la prochaine séance. Exactement, ce qui est très important. Aussi, le casque. Il faut s'assurer que les vis sont très solides, rien de lousse, et s'assurer qu'il n'y a aucune fissure. Si on trouve une fissure sur un casque, on le remplace. Et évidemment, il est bien important de faire sécher toutes ces pièces d'équipement après chaque séance sur la patinoire. Merci beaucoup, Éric. Autant de conseils pour les joueurs pour un entretien, garder son équipement en bon état le plus longtemps possible. Dès la semaine prochaine, on s'infiltre dans un monde que je connais plutôt bien, l'équipement de gardien de but. Bonjour, ici François Beauchemin de l'Avalanche du Colorado. Vous écoutez Hockey le magazine à RDS. Le portrait de la semaine. Une présentation de Hockey le magazine. En kiosque et sur votre application mobile maintenant. En compagnie de Jonathan Beaulieu, défenseur des Bulldogs d'Édouard-Montpetit dans le Juvénile Division 1. Jonathan, j'aimerais ça que tu me parles de tes débuts au hockey, s'il te plaît. Eh bien, j'ai commencé à patiner dans ma cour, mais c'était beaucoup de hockey du côté de mes parents. Tout le monde a joué, donc on a décidé de me faire essayer. J'ai vu que j'ai aimé ça. On m'a inscrit au civil dans le MAG. C'est là que j'ai commencé ma carrière de hockey. Je pense que c'était surtout du côté de ta mère où le hockey était très populaire. Oui, ma mère a joué, ainsi que ses 3 frères. Tout le monde était dans le hockey, son père avec. Donc, j'ai tenu de ma mère. Est-ce que le hockey pour toi a été un coup de foudre? Oui, mais j'ai vraiment aimé ça. On écoutait le Canadien à la maison. J'étais époustouflé quand je les voyais jouer, donc j'ai vraiment aimé. Donc, ton équipe préférée, c'est le Canadien? Oui, c'est le Canadien de Montréal. Est-ce que tu as des joueurs préférés? Mais j'ai bien chez Weber. Même avant, quand il n'était pas avec le Canadien, quand il jouait à Nashville, c'est un gros défenseur. Il prend des bons tirs, il joue physique, donc je l'aime bien. Est-ce que c'est ton style de défenseur également? Oui, je suis plutôt défensif. Je suis pas vraiment encore offensif. Il faudrait que j'améliore encore un peu. Mais sinon, jouer physique, puis j'aime bien. Jonathan, c'est un jeune homme fort intelligent à l'école, mais aussi au hockey. Fait que quand on le regarde jouer au hockey, c'est un jeune qui est très, très intelligent dans l'action. Il a fait son secondaire au complet avec nous. Donc, prise d'information, prise de décision, très patient avec la rondelle. Donc, physiquement, une bonne présence.
C'est une de ses grandes qualités. Il n'y a pas un entraîneur, j'imagine, que si on retrace tout son passé mineur, qui va dire qu'il n'a pas aimé coacher ce gars-là, c'est impossible. C'est une perle. Pourquoi avoir décidé d'opter pour le hockey scolaire? Est-ce que c'était une question de faciliter la vie pour les études? Oui, bien écoute, c'est plus facile. On connaît du succès au hockey, on va connaître du succès à l'école. Concilier les devoirs, les études, c'est parfait. Ça ressemble à quoi ton horaire? Bien, j'ai 3 cours le matin. Après, ensuite, on a le dîner. Puis on s'amène avec le hockey. Ou sinon, on a des périodes d'études ainsi que des conditionnements physiques pour de la musculation ou cardio. Comment ça se passe au niveau de tes études? Bien, moi, ça va super bien. Ouais, j'aimerais ça continuer au cégep. En administration, les maths, ça va super bien. J'aime jouer avec les chiffres, donc... Est-ce qu'il y a un métier que tu vises éventuellement? Bien, je ne sais pas encore quelle branche je vais choisir de l'administration. C'est sûr que j'aime ça gérer les choses, donc peut-être m'aligner dans des jobs que je vais gérer le monde, directeur général, des affaires comme ça. Si tu me parles un petit peu de ta carrière, est-ce que tu as un plus beau souvenir qui vient en tête? Bien, j'ai tout aimé mes saisons de hockey, pour vrai. J'aime le hockey, j'ai tout le temps voulu faire ça, puis j'ai pas vraiment de saison que j'ai le plus aimé que d'autres. Ça a tout été des saisons inoubliables. Au niveau des séries ou au niveau des championnats, est-ce que tu as déjà remporté quelque chose avec tes équipes montréalaises? Oui, avec les équipes montréalaises, j'ai remporté 3 Coupes Montréal dans ma carrière, puis on est allé souvent à la Coupe Dodge. La Coupe Dodge, c'est vraiment une expérience qu'on veut toutes vivre, c'est l'ambiance et tout. C'est vraiment impressionnant. Tu veux continuer au cégep en administration, mais est-ce que tu aimerais également continuer à jouer au hockey au niveau collégial? Bien, ça serait le parfait. Jouer au hockey en même temps de faire les études au collégial, ça va juste encore plus faciliter ma vie. Puis jouer au hockey, bien, c'est ça qu'il faut. Jonathan, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis bonne saison. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bien, salut tout le monde, ici Patrice Lemieux, joueur de hockey NHL. Vous êtes en train de regarder la télévision sur les ondes de Hockey le Magazine au canal RDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. On est avec Daniel Jacob aujourd'hui. Daniel, dans le passé, on a vu beaucoup de passes, de réception de passes. Aujourd'hui, on va voir des tirs. Au hockey, aujourd'hui, ça prend à quoi pour marquer des buts? Bien, en effet, aujourd'hui, on va voir le lancer balayé, un lancer très important en espace restreint, où on va se devoir d'avoir une bonne prise d'information et puis changer son angle de tir pour bien finir au filet et voir ce qui va se passer en avant de nous. C'est un exercice spécifique pour nous pour montrer ça? Bien entendu. On regarde ça. Exercice de lancer balayé, où on va travailler soit de tirer ou de pousser la rondelle, donc travailler un petit peu sur la mobilité, avec la prise d'information, mais surtout de changer l'angle de lancer. Avec le nouveau palette à palette, on se doit de changer l'angle de lancer pour trouver les brèches là, dans la défensive. Donc, Denis va nous montrer un peu ce qu'on veut voir dans cet exercice-là. Donc, le premier, je vais Quand tirer. t'es prêt. On tire, on termine au filet, on se replace. Denis va pousser, vient terminer au filet, puis on se replace. Donc, un lancer d'un côté, un lancer de l'autre, et puis ensuite, on a le joueur numéro 2 qui peut venir se placer et puis performer le lancer balayé. Parfait. On pousse, on vient lancer. On tire, on lance. Finissez au filet, les boys. Hein? Après votre lancer, on fait un pas vers le filet pour les bonnes habitudes. On termine au filet. On pousse. OK, je vais arrêter ça ici. Un correctif très important. Puis c'est correct, les boys. On voit ça souvent chez les jeunes. On pousse notre rondelle, puis le premier réflexe qu'on a, on se met sur une jambe, puis on vient lancer une jambe. Là, ça fonctionne bien parce qu'on n'a pas de joueur en défensive. Qu'est-ce qui arrive si le défenseur est dans ma ligne de lancer, j'ai plus le moyen de me déplacer. Tandis que si tu laisses tes 2 pieds sur la glace, je laisse mes 2 pieds sur la glace, à ce moment-là, je peux continuer de pousser ou je peux même ramener ma rondelle pour venir lancer au filet. Donc, c'est important, gardez vos 2 pieds bien placés sur la glace, bien plantés sur la glace pour vous donner un petit peu plus de mobilité. Ça marche? On recommence ça. On pousse, on lance. Excellent travail. Freine devant le filet. Freine devant le filet. On tire. C'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. On continue. On freine devant le filet. Oui, on lève notre tête. On lève notre tête. Qu'est-ce qui se passe en avant de nous? Qu'est-ce qui se passe en avant de nous? Termine au filet. Freiner au filet. Parce que dans un match, il va y avoir un rebond. On freine.
qu'est-ce qui se passe. Ensuite de ça, on se replace, on prend notre temps, on exécute. Finissez votre mouvement au filet. On lance. On évite le maniement. On pousse, on laisse aller un lancer. Good, on finit au filet. Good, good, good. On tire. Finis vers le filet, mon grand. Finis vers le filet. Pointe la cible. Good. T'as resté sur tes 2 pieds. Excellent. On reste en position de force. Pousse. Lance au filet. Tire. J'aime la bonne tête haute. La bonne tête haute. On tire. Lance. Good. On pousse. Reste en position de force. On termine au filet. Good. Très bon exercice. Des fois, ça paraît plus facile que ça n'a l'air. C'est pas toujours facile. Les points techniques que tu voudrais qu'on retienne là-dedans? C'est vraiment pas facile. C'est un exercice là, qui semble donner, mais c'est très difficile. Quand on pousse notre rondelle, c'est vraiment d'avoir la tête haute. Puis de s'assurer qu'on voit au niveau défenseur, il est placé où, puis surtout au niveau gardien. Il est placé où le gardien, sont où les brèches. De terminer son mouvement vers la cible, de terminer son action devant le filet. Puis encore une fois, je le répète, de vraiment là, de pratiquer, de garder ses 2 pieds ancrés dans la glace pour être en position de force et être capable de réagir par rapport au mouvement de l'adversaire. Super, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Entraîneur intense et strict. Moi, je dirais pour entraîneur intense et strict, mais par contre, il faut que les jeunes y aient encore de l'enthousiasme. Il faut qu'ils sentent qu'il y a du plaisir. Un peu des deux. Je pense que dans le hockey d'aujourd'hui, il faut que tu sois strict, il faut que tu sois rigoureux, mais en même temps, il faut que tu sois conscient que les joueurs ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de communication. Donc, un peu des deux. On peut être les deux, je crois. On peut être une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Je pense que c'est possible d'avoir un leadership assumé, d'être très rigoureux, mais d'être à l'écoute de nos joueurs et de les aider. Un mélange des deux. Un mélange des deux. Je suis capable d'être proche des joueurs, puis d'être assez intense là, dans les moments où c'est le temps de gagner, c'est le temps de compétitionner. J'aime compétitionner, mais dans le quotidien, là, quand on sort du contexte, un peu plus proche des joueurs. Intense, pas trop strict, mais j'aime ça m'amuser avec les jeunes puis devenir un confident pour eux autres. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine à Hockey le Magazine, un portrait d'un des préparateurs physiques les plus réputés au Québec, Stéphane Dubé. Nous découvrons ensemble le hockey du réseau du sport étudiant québécois, communément appelé le RSEQ. Tori Mitchell nous raconte son parcours vers la LNH. Des renseignements sur les bâtons de gardien de but avec le trio hockey. Et les fameux angles morts pour les gardiens de but sur la patinoire en compagnie de Jocelyn Thibault. Soyez des nôtres. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.